Mais commencez à être investi dans la vie de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Poupette? Oh là là, mais qu'est-ce que... Non, mais les enfants de Poupette... Mais ferme-la, wesh, tu la connais pas cette dame? Tu la connais pas, wesh? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de punchologue. Pourquoi certains fans détruisent ceux qu'ils adorent? Pourquoi certains fans détruisent ceux qu'ils adorent? Parce qu'en fait on a un problème au niveau du comportement humain. C'est les gens qui ont en fait cette facilité à idolâtrer des gens. Je pense que l'exemple qui va probablement être sorti ici, c'est au niveau des idoles. C'est littéralement dans le on les appelle des idoles. C'est-à-dire, tu lis le truc, tu te dis, vas-y, eux, on les a mis là pour que les gens ils les idolâtrent. C'est n'importe quoi, tu vois. Et en gros, dans la K-pop, les fans ils sont hardcore. Et quand je vous dis hardcore, c'est pas des lol. Genre vraiment, le lore au niveau de certaines stars, de certaines personnalités dans certains boys band ou girls band, si on dit comme ça. Déjà au niveau des agences d'idoles et tous les gens qui sont derrière justement ces personnalités là, ils vont pousser, ils vont mettre en avant justement ce lore là. Par exemple, ouais, ils sont tous puceaux. Ils sont tous puceaux, ils ont dit ils sont tous puceaux. Et ça va faire kiffer les fans. Et du coup, comme ces agences là qui mettent en avant ces personnalités là vont voir que ça fait kiffer les fans, ils vont encore plus pousser ce délire là. Ils vont dire ouais, les fans ils aimeraient bien voir un tel en couple avec un tel. Ils vont pousser ce délire là. Ils vont, par exemple dans des shows, ils vont inviter les deux groupes, là où il y aura les deux personnes. Je l'avais vu une fois, je crois que c'était Big Bang, un truc comme ça. Ouais, j'ai écouté de la K-pop à un moment de ma vie. Ouais, à un moment de ma vie j'ai écouté de la K-pop, ouais. Et je sais plus c'est quel groupe, mais en gros, en fait, non seulement c'est poussé par l'industrie, et les fans, en fait, le problème c'est les fans, à vouloir s'imaginer des choses avec ces gens-là qu'ils ne connaissent pas. Je sais même pas si on peut appeler ça une relation parasociale à ce niveau-là. Les gars, les fans de K-pop, c'est abusé. On a eu ça avec Justin Bieber aussi. Justin Bieber, Michael Jackson, plein de stars. Au niveau de la scène rap, je trouve que c'est pas trop ça. J'ai du mal à voir des gens tomber parce qu'ils ont vu Freeze Corleone dehors. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Sachez que ces gens sont littéralement des êtres humains comme vous et moi. Ok, c'est pas des êtres qui sortent qui sont tombés du ciel ou de je sais pas quoi, les gars. C'est des êtres humains comme vous et moi. Ils sont pas capables de faire un truc, je sais pas moi, surnaturel. Genre, faut arrêter de. Si vous êtes comme ça, dans l'idolâtrie et tout, de ce genre de personnage, arrêtez, vraiment. Hein, bref. On va voir ce qu'il en est. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. En 2000, Eminem sort son troisième album, The Marshall Mathers LP. Parmi les morceaux, il y en a un qui connut un succès sans précédent, Stan. Dedans, Eminem raconte l'histoire fictive d'un fan obsessionnel nommé Stan qui lui écrit plusieurs lettres. On commence le titre avec un Stan qui se présente comme un fan fidèle qui est pris d'admiration pour Eminem. Il connaît sa vie par cœur et il lui écrit des lettres auxquelles il attend désespérément une réponse. Ensuite, il devient de plus en plus frustré. Il explique qu'il a écrit plusieurs fois sans réponse. Il reproche à Eminem son silence, devient de plus en plus agacé jusqu'à perdre complètement le contrôle. Il enregistre un message dans sa voiture, sa copine enceinte attachée dans le coffre en train de rouler ivre. Il explique qu'il va se tuer et faire porter la responsabilité à Eminem. À la fin, le silence se brise, Eminem prend enfin la parole, il répond aux lettres. Il essaye de raisonner Stan, mais il est déjà trop tard. La personne dont parlent les infos à la radio, au moment où Eminem prend la parole, cet homme mort d'un accident au volant, sa compagne enceinte enfermée dans le coffre, c'était lui, c'était Stan. Il était déjà trop tard. Donc c'est un vrai bail. Stan sort au début des années 2000, il y a maintenant plus de 25 ans. À ce moment-là, Eminem ne se doute pas qu'il vient d'inventer bien plus qu'un morceau. Il crée un mot. En 2017, Stan entre officiellement dans le dictionnaire Oxford pour désigner un fan extrêmement dévoué, parfois obsessionnel, mais pas forcément dangereux. Et c'est justement ça le problème. La culture a retenu la dévotion à Stan Beyoncé, à Stan Naruto, mais elle a oublié le message initial. À la base, Stan est une mise en garde, un avertissement contre l'amour à sens unique, celui qui peut déraper quand un fan commence à croire qu'il possède l'artiste. Et cette question-là est centrale aujourd'hui. À quel moment l'admiration devient un danger pour l'artiste ? Avant, un artiste, tu le voyais au loin. Scène, télé, quelques rares interviews, tu pouvais imaginer sa vie, fantasmer dessus, mais tu n'avais concrètement presque aucune info réelle. Aujourd'hui, il est dans ta poche. Story, TikTok, tweet, dernièrement ça cartonne les live Twitch. Tu sais que moi je trouve ça trop dommage. Et moi, genre si je prends la musique au sérieux et tout, j'aimerais trop
réussir à créer une petite mystique autour de moi. Bon les gars, vous savez, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard là, je suis lancé sur YouTube et tout, je commence à faire des streams, genre vous en savez suffisamment sur moi. Je pourrais pas faire le Playboy Carti, t'as vu? Ou le Kendrick Lamar ou je sais pas quoi, tu vois. Genre à vous donner des informations que en interview, t'as vu? Mais c'est dommage, wesh, moi j'aurais trop voulu faire ça les gars. Cette hyper proximité crée un effet étrange et pas très sain. Les fans ont un peu l'impression de posséder une part de l'artiste. Mais c'est vrai quoi. Je suis pas votre ami. Je suis pas ton ami. Et il faut qu'on en parle. En psychologie, ça porte un nom. La relation parasociale. C'est un lien à sens unique où tu as l'impression de connaître quelqu'un. Un rappeur, un youtubeur, un streamer, alors qu'il ne sait en réalité même pas que tu existes. Le concept a été théorisé dans les années 50 par Horton et Hall, à l'époque de la télévision. Ils expliquaient que la répétition, voire la même personne tous les jours comme un présentateur de journal ou d'une émission, crée une fausse amitié et le début d'une certaine loyauté émotionnelle. Quand, par exemple, Mehdi Maizi quitte Rap Jeu, ça ne se relance jamais car c'était le cas. On s'était attaché à lui en tant que présentateur et quand Thomas a pris le relais, il pouvait faire du mieux qu'il pouvait. On avait un lien parasocial avec Mehdi à ce moment-là. Aujourd'hui, ce phénomène est devenu monstrueux. À l'époque, tu voyais un présentateur 30 minutes par jour. Aujourd'hui, tu vois un artiste 30 fois par jour entre ses réseaux, tous les relais sur les médias, les edits TikTok et j'en passe. Aujourd'hui, il peut liker ton com, te répondre en DM, te parler en live. Ça donne l'illusion d'une réciprocité. Et ça a un nom, la chercheuse Brittany Worth appelle ça la communication asymétrique. L'artiste envoie des petits signes qui stimulent la proximité et le fan, lui, il projette une relation émotionnellement réelle. Si vraiment je caricature méchamment, une personne vit une vraie attache émotionnelle, l'autre n'a pas conscience de son existence. Je voulais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis venue. Ah bah merci, ça fait trop plaisir, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Gentil. J'ai pris une sortie juste pour toi. Trop bien, merci, c'est trop gentil. Ça t'a plu? Tu veux qu'ils disent quoi d'autre? Tu veux qu'ils disent quoi d'autre? Non les gars, commencez à aller chercher Dieu au lieu d'aller chercher votre réconfort chez des artistes les gars. Ça n'a aucun sens. Écoutez, si ça a aidé en vrai, vas-y, je peux pas cracher dessus, si ça a aidé, tant mieux, tant mieux. Mais les gars, vous attendez pas à ce qu'ils font. Vas-y, je comprends ton problème et tout, t'as vu. Justement, je l'ai fait spécialement pour toi. Tu vois, je savais que ça allait te mettre bien. Il a jamais pensé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous commencez à faire du sens, la famille. Commencez à faire du sens. Concert? Oui, c'était mon rêve, j'attendais de le voir depuis plus 11 ans. Ah bah merci, c'est fou ça. Voilà, bah, j'espère que ça va aller mieux. La réaction d'Orelsan est normale. La fan lui confie quelque chose de très intime, quelque chose qu'on ne dit même pas à des proches. Elle se sent en confiance parce qu'elle a l'impression d'avoir une relation forte et personnelle avec lui. Lui, bah évidemment, il ne la vit pas. Ce décalage, il crée un malaise. Il se retrouve à porter un rôle émotionnel qu'il n'a jamais demandé. Celui du confident, du psy, un repère affectif, sans avoir ni les outils pour ça, ni la légitimité. C'est parfois des gens qui me le disent, le côté « Ah, j'ai l'impression de te connaître ». Et c'est en mode « Bah, oui, mais non, quoi ». En fait, tu leur appartiens, c'est ça, tu t'appartiens un peu aux gens. Donc t'as pas le droit de refuser une photo. Pour eux, ça paraît bizarre si tu n'es pas comme dans les vidéos. Et les chiffres le confirment. En 2023, une étude YouGov montrait qu'un jeune sur 3 pense avoir une relation personnelle avec une célébrité. C'est énorme. Et c'est là que ça bascule. Les réseaux ont totalement supprimé la distance entre les deux mondes. Aujourd'hui, les fans ne se contentent plus de regarder, ils participent. Ce que le chercheur Henry Jenkins appelle la participatory culture, une culture où le public influence D'ailleurs, Damso, ce qu'il propose en ce moment, c'est claquer au sol. C'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais je l'ai vu, donc je suis obligé de cracher sur ce qu'il fait. Directement l'identité médiatique de l'artiste. Je m'explique. Avant, on consommait de la musique. Maintenant, on la transforme. Edit TikTok, challenge de danse, remix, trend. Et cette participation existe à deux niveaux bien distincts. Quand c'est les fans qui s'approprient un morceau, ils créent des trends qui redéfinissent complètement l'identité et sa portée. Canada d'Impliqué 140, propulsé par une trend qui l'a emmené à dépasser les frontières. Pélican de L2B qui a été relancé par la créatrice de contenu Anouk et sa danse qui a même été invitée à le faire durant leur show. Et le meilleur exemple récent, un Congolais sous BBL, devenu un hymne féministe, un hymne de gauche, grâce à nous qui avons décidé d'utiliser ce titre. Un hymne de gauche? Ah ouais?
Dingue, c'est parti aussi là, les gars. de Theodora en porte-parole. Dans tous les cas, ce n'est pas l'artiste qui donne du sens au morceau, c'est nous, c'est le public. Le deuxième niveau, c'est quand l'artiste lui-même décide d'impliquer ses fans dans la création. Daniel, par exemple, compose en direct sur Twitch et ajuste les titres en fonction des retours de sa communauté en direct. Hachim, qui faisait la Jamais de la vie. Enfin, jamais de la vie. Je vais pas commencer à faire des... Voilà. À partir aussi loin dans le propos. Mais... j'ai pas envie de commencer à donner la main à d'autres gens sur ce que je produis. J'aime pas ça. Je sais pas combien de fois je l'ai exprimé ici. Famille, le truc que je sors là, pour la plupart, hein, ça sort de mes tripes. C'est moi. Tu vois? Ou c'est ce que je voulais exprimer. On va pas commencer à me dire, ouais, mais là, j'aurais préféré que... Je m'en fous de ce que t'aurais préféré que je fasse. M'en fiche. Ok? Tu veux pas commencer à faire un peu de drill? Non, je veux pas faire de drill, non. Si je fais de la drill, c'est parce que j'en avais envie. Là, j'en ai pas envie, donc j'en ai pas fait. Voilà, si toi tu veux faire de la drill, fais de la drill. Tu vois, si tu veux faire ça, fais-le toi. Mais me fais pas faire ça. C'est français ça. Noir a laissé son public choisir chaque jour les sons qu'il allait jouer sur scène. Et PLK, paroxysme du phénomène, le 9 janvier 2023, il avait annoncé la création d'un album entièrement coproduit avec sa communauté. Il avait lancé une plateforme où les fans pouvaient postuler à de vrais postes, direction artistique, merchandising, relations presse et même stagiaire. Certains fans, ils devenaient du coup employés de PLK. Tu payais pour travailler pour lui? Je répète, parce que je pense que vous savez pas. Et dire que t'es tellement un fan. Tu as payé. Si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai bien vu les posts, il y avait... Je suis pas sûr que c'était le prix du salaire. Je suis pratiquement sûr que c'était pas le salaire, ok? Tu as payé pour travailler pour quelqu'un d'autre. J'imagine que c'était pas un travail t'as les fous, genre tu viens à 8 heures, mais t'as fourni des efforts, que ce soit intellectuellement parlant ou en termes de temps et tout. Et t'as payé. Vas-y. Et participe à des sessions exclusives en live où il co-crée les morceaux avec lui. Évidemment, les fans savent que tout ça fait partie de la communication, mais... Ça, en fait, ça, les gars, c'est ce qu'on a eu comme problème avec Nouvelle École. Tu peux pas donner, tu ne peux pas... En fait, il y a une différence entre un consommateur et un mec qui produit de la musique. Moi, je suis plus du côté d'écouter quelqu'un qui a déjà l'habitude de produire de la musique, plutôt d'aller écouter un consommateur de musique. Genre un consommateur qui ne fait que consommer la musique, tu vois. Parce que t'as pas la même vision. Je veux bien écouter de temps en temps, voilà, un avis par-ci, par-là. Mais constamment, les gars, genre lui donner une grosse... un giga levier sur le choix artistique que je pourrais faire. Non. T'es trompé. T'es trompé. Et ils adhèrent parce que cette proximité leur donne quelque chose de plus puissant, le sentiment d'appartenir à l'univers de l'artiste. Les réseaux n'ont donc pas seulement renforcé les liens parasociaux, ils les ont rendus plus interactifs. Mais c'est littéralement encouragé. Aujourd'hui, on te dit, ouais, il faut que tu crées une communauté. Faut que tu te crées une communauté. Là, aujourd'hui, on va vous appeler. Oh, coucou, mes poupous, mes poupettes, tu vois. C'est encouragé, en fait. Aujourd'hui, dans les codes des réseaux, si tu fais pas ça, tu peux potentiellement... voilà. Couler ou quoi, tu vois. Donc c'est littéralement encouragé, genre. Plus ambigu et beaucoup plus émotionnel. T'as bossé avec PLK, tu es touché si demain quelqu'un attaque le projet. Les artistes, ils entretiennent une proximité contrôlée, le fan répond avec une fidélité affective et dans cet espace flou, la passion peut parfois tourner à l'obsession. Il a donc une vraie gestion à avoir avec ses fans. La belle histoire est celle de Quentin et Aya Nakamura par exemple. C'est un fan d'Aya qui la supporte depuis très longtemps et aujourd'hui il l'a rencontrée bien plus d'une fois. Il vit plusieurs moments de vie avec elle et la relation a l'air très saine. Il a eu la chance. Ça, c'est la meuf de RK. Ok? Il a l'air un peu de l'autre côté, votre Quentin. Est-ce que vous accepterez qu'il y a un homme qui soit aussi proche de votre meuf, de votre femme? Bon, pas sûr qu'ils soient mariés les deux, mais on part directement de ce principe-là. Est-ce que vous accepteriez qu'un homme soit aussi proche de votre femme parce que, soi-disant, je sais pas si Quentin il est gay, mais voilà. On dirait.
On dirait, ok. Moi, ma question, c'est ça. Quentin, pas Quentin, je vous pose la question. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous pose la question. Est-ce que vous accepteriez qu'un homme soit aussi proche de votre femme, comme vous voyez là à l'écran, là, sous prétexte que il aime les hommes? Vous avez 3 heures. De vivre ça, elle a aussi la chance d'avoir un soutien aussi sain qui peut exister avec lui. La connexion entre artistes et abonnés, c'est donc une arme à double tranchant. D'un côté, c'est ce qui rend la musique vivante, c'est créer une vraie communauté et une économie. De l'autre, c'est un terrain miné qui peut briser des vies. Alors, comment ne pas en arriver là? Comment détecter un lien parasocial qui dérape? Souvent, il y a une transition. Damso, tout ce qui... sa musique, elle est nulle, ses locks, elles sont nulles. J'étais un fan de Damso, là maintenant il me déçoit les gars. C'est même pas le sujet de la vidéo, mais je le vois, ça me déçoit les gars, wesh. Visible. C'est quand le fan commence à parler de l'artiste comme d'un proche. Il m'a déçu, il ne me respecte pas, il devrait se comporter autrement. Sur Twitter, je ne compte pas le nombre de fois où je lis ça. C'est vraiment quand la Toi tu es un stan avec Damso. Il y a moyen. frustration, elle devient personnelle. Ou plutôt quand le fan commence à exiger quelque chose en retour. Une réponse, une attention, une reconnaissance. Comme si l'artiste lui devait quelque chose. Et vraiment, ce n'est pas du tout seulement dans le monde des artistes que ça se voit. Je fais un focus dessus car c'est ce qui me plaît le plus. Mais regardez récemment ce qui s'est passé avec Nico et Baylan. Ils ont décidé de relever un défi. Marcher de Montpellier à Paris en live sur Twitch. Malheureusement, trop vite, ça s'est barré en couille. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont demandé plusieurs fois aux gens de ne pas les suivre, de les laisser tranquilles, de ne pas marcher sur la route, mais les gens s'en foutent. Certains continuent à les traquer vraiment comme des animaux, à les filmer, à leur courir après. Ça me dérange pas. Jamais de la vie je fais ça. Jamais de la vie je sais pas en fait ce truc il m'est sorti d'où. Moi je pense que j'ai une sorte de jalousie. Je sais pas si c'est de la jalousie ou plus une sorte de niaque, tu vois. Parce que quand je vois quelqu'un de connu, le dernier mec connu que j'ai vu dehors, enfin connu, voilà, c'est quand même une personnalité publique. C'était Raskel. C'est Raskel? Bref, c'est le pote à Théodore. Le pote à Théodore sur YouTube et tout, qui fait des vidéos, qui parle de musique et tout ça, tout ça. Je l'ai vu dehors quand j'étais à Lyon en train de chercher un stage. Mon premier réflexe, c'était pas de me dire, ouais, vas-y, j'ai trop envie d'aller le voir pour prendre une photo. Mon réflexe, c'était de me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là, pendant que lui, il est en train de vivre ce que j'ai envie de vivre. Moi, je suis là en train de chercher des stages. Ben, la vérité, j'ai dit, le prochain, ce sera moi. Je sais pas c'est quel sentiment, les gars. Mais en gros, quand je vois des gens qui ont réussi dehors et qui sont connus, mon réflexe, c'est pas d'aller voir en mode est-ce que je peux prendre une photo, t'as vu, en mode faire le fanboy. Les gars, je sais pas, c'est une fierté, voilà. J'ai une fierté qui commence à se créer en mode moi aussi je peux le faire. Comment ça, lui il le fait, moi je le fais pas. Genre, quand je les vois dehors, juste ça me motive. Ça me motive parce que je me dis, vas-y, frère, moi aussi je vais le faire et tout. Wesh, lui, il croit qu'il est plus connu que moi. Moi aussi je vais être connu comme lui et tout. Mais tranquille. Donne toujours là ce fort et tout. C'est pas, moi je l'ai vu dehors, je commence à péter le seum et je me désabonne de sa chaîne, tu vois. Les gens par contre avec qui je me permets d'aller demander des photos, c'est quand je vois des belles voitures dehors, les gars. J'ai vu une Lamborghini. C'était pas la première fois que je voyais une Lamborghini ce soir-là. La Lamborghini, elle avait une couleur, tu sais, comme dans GTA 5. Avec des nuances et tout. Genre, tu changeais de point de vue, la couleur est changée et tout. J'ai vu ça dehors, les gars. Je commence à... Ah ouais, les gars, non, je vous l'ai dit, les gars. À partir de là, je suis parti voir le monsieur. J'ai fait, c'est votre voiture. Et moi, je prends 2-3 photos et tout. Elle a fait, ouais, tranquille, stand. Les gars, la voiture, elle était magnifique. Et ça aussi, ça fait partie du truc qui me motive. Tu viennes pour dire bonjour et tout, mais là on va continuer le stream. Ouais. Ça veut dire faut que tu partes de ton côté, nous on part de notre côté. Et voilà. Comme si le fait de les connaître à travers un écran leur donnait un droit sur eux. Certains se comportaient comme si Nico et Baylan leur appartenaient, comme s'ils étaient redevables. Tu dois me faire une dédicace, tu dois me signer ça, tu dois me répondre parce que je te soutiens depuis le début. Les mecs, on fait pas de photos, Ah ouais, mais on vient d'arriver, je te jure. Frérot, si tout le monde fait des photos, vous êtes en plein milieu de la route dans le noir, les mecs. Ah ouais.
Ah ouais, genre, je savais pas. C'est là que la relation parasociale, elle dépasse la simple admiration. Quand le lien virtuel devient une attente réelle. Quand le fan n'admire plus, il réclame. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce qu'à partir du moment où le fan pense avoir un droit sur l'artiste, c'est plus juste la passion, c'est du contrôle. L'artiste n'est plus une personne, il devient un personnage qu'on surveille, qu'on juge, qu'on possède presque. En réponse à cela, beaucoup d'artistes en viennent à cacher leur vie privée, à se couper du public ou à développer de l'anxiété à cause de cette surveillance permanente. Aujourd'hui, vraiment, tout est interprété, amplifié, dramatisé. La moindre apparition, le moindre like, la moindre phrase devient un indice qu'on analyse comme si l'artiste jouait dans une télé-réalité permanente. Les réseaux sociaux, vraiment, ils ont créé une culture de la vie instantanée, où chacun se sent comme presque obligé de commenter, de spéculer, d'inventer des intentions. Et ça donne vraiment des phénomènes absurdes, comme les dossiers fantasmés autour par exemple d'Eva et PLK lorsqu'on a vu potentiellement des photos d'eux au même endroit, donc ils se rassemblent, ou encore Anime et Léa et lui avec le GP Explorer et les... Qu'est-ce que ça va changer à votre vie si Anime est en couple avec Léa et lui? Les gars, ayez une vie, genre vivez votre vie. Ça ne va rien changer à votre vie s'il est en couple avec un tel ou avec une autre. S'il est en couple avec elle et qu'il l'a trompé. S'il est en couple avec... Moi, ça va m'intéresser s'il y a du drama et que c'est intéressant et que c'est farfelu. Comme ce qui s'est passé avec Elidia. Là, ça va commencer à m'intéresser parce que c'était farfelu. Ok? Mais commencer à être investi dans la vie de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Poupette? Oh là là, mais qu'est-ce que... Non, mais les enfants de Poupette... Mais ferme-la, ouais, je la connais pas, cette dame. Tu la connais pas, wesh. Et vraiment, les gens comme ça. Les gars, quand il y avait des trucs de Poupette et tout, les meufs là qui viennent me parler en mode oh, mais t'as vu ce que Poupette, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Oh là là. Comment vous faites pour être investi autant dans la vie de quelqu'un que vous connaissez pas, wesh? Déjà, même être investi dans la vie de quelqu'un que tu connais. Que tu connais. Genre. C'est plus en fait dans le sens être investi dans quelque chose qui ne te regarde pas. Voilà. Être investi dans quelque chose qui ne te... Récemment, j'ai vu un rappel qui disait, ouais, il faut laisser tous les trucs qui ne nous regardent pas. Bon, j'avoue que je vous donne pas l'exemple quand j'ai dit que j'étais intéressé par les dramas de Elidia et tout. Mais, le problème, c'est que vous, en vous intéressant à les trucs dans la vie normale d'une personnalité publique, sous prétexte que c'est une personnalité publique et que vous pensez la connaître, vous partez dans l'abus, selon moi. Parce que c'est sur des trucs basiques. Genre vraiment basiques. Elle a traîné avec un tel, ou elle commence à ne plus traîner avec un tel, du coup il y a potentiellement un bif, et ceci, cela, et si la personne ne vous le dit pas, c'est que ça vous regarde pas, les gars. Oh là là, je sais pas pourquoi je perds mon temps à vous éduquer sur ce genre de choses. Faites ce que vous voulez en vrai. De toute façon, c'est pas mon temps que vous êtes en train de gaspiller. Les extraits qui tournaient, ces histoires racontent exactement la même chose. Les fans projettent des histoires d'amour à partir de micro-signaux. Une photo, un échange public, une simple interaction devient un scénario complet nourri par l'imaginaire collectif. Et là, je le fais rapidement comme ça. Après, je vais pas commencer à faire le mec, les gars. Je sais ce que vous ressentez. Ok? Je sais ce que vous ressentez. Ça stimule la dopamine, ce genre d'histoire, parce que j'ai déjà été investi comme vous. Mais j'ai grandi. Ok, tu peux pas avoir 21 ans et être investi dans des histoires qui ne te regardent pas. En tout cas, comme vous le faites. C'est abusé. Voilà. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de tourner, j'ai vu un média relayer comme quoi Aya et RK seraient officiellement ensemble parce que RK aurait mis une photo de Aya dans son post, mais du coup, l'a supprimé direct. Enfin voilà, je vous mets les screens, c'est exactement ce dont je suis en train de parler. J'ai serré quand j'ai vu ça. Et ce pesant d'interprétation permet... J'ai vu les tweets et tout, j'ai fait, mais... On a fait quoi de cette information du coup? Elle a le droit, Enfin ouais, font ce qu'ils veulent. Hein. Maintenant, crée un écosystème où la réalité compte moins que la narration. Les artistes ne contrôlent plus vraiment leur propre image et elle est reconstruite en temps réel par les fans. Les edits TikTok me rappellent pour ceux d'Anime et Léa, même moi je doutais premier degré. Et dans certains cas, les conséquences dépassent ce simple bruit médiatique. Laylo par exemple a été placé en garde à vue après un test de dépistage positif à la cocaïne à la suite d'un excès de vitesse. L'information elle a circulé immédiatement sur
tous les réseaux à travers plein de comptes. Quelques heures plus tard, les analyses ont montré qu'il s'agissait d'un faux positif. Il n'avait rien consommé, une erreur qui peut arriver à toi, à moi, à n'importe qui dans l'idée, mais qui dans son cas a suffi pour lancer une énorme polémique et ternir son image. Ici, c'était vraiment la partie où l'artiste ne s'exprime même pas. On décide d'aller le chercher. Mais il y a une partie où l'artiste joue un rôle, où il va répondre à des abonnés, faire ses fameux live Twitch, va répondre en commentaire. Il faut faire attention car ces gestes ont vraiment de l'impact. Il y a une vraie difficulté pour un artiste de trouver un équilibre dans cette relation avec l'abonné. Dans mon quotidien, je côtoie pas mal d'artistes et je vais vous donner à partir de maintenant des exemples concrets. Par contre, ce sont des discussions informelles, donc je ne pourrai pas dire les noms des artistes. Un rappeur m'a raconté qu'un jour, il croise un fan dans la rue. Le gars vient le voir tranquille, lui demande une petite photo. Classique. Le rappeur accepte, ils font leur selfie et le mec repart. Rien de plus normal, jusque-là, on est d'accord. Le soir, en rentrant chez lui, l'artiste voit qu'il est mentionné dans une story. Il clique, il voit leur photo, puis fait l'erreur de regarder les autres stories du mec. Et là, bizarre l'ambiance. Le fan avait inventé une fausse conversation WhatsApp avec son nom, comme si le rappeur lui avait écrit « On se voit demain pour parler business, l'affaire est carrée, on va faire ça bien ». Ensuite, il poste une autre story, il est dans un café et tu vois un bras flou en face de lui, il fait croire qu'il est en rendez-vous avec le rappeur. Et pour finir, il remet leurs photos ensemble avec une légende du style « Le plan est carré, validé par le rappeur, vous pouvez louer vos voitures ». Sauf que derrière, c'était une arnaque de location de voiture. Le rappeur, lui, a juste dit oui pour une photo. Ah l'enflure. Ah l'enflure. Est-ce qu'on peut porter plainte pour ce genre de choses? Quelle enflure. Purée. Normal, mais sans le savoir, son image s'est retrouvée utilisée pour donner de la crédibilité à une arnaque. Tu peux te réveiller un matin et te retrouver utilisé n'importe où. Heureusement pour lui, ça n'a pas fait de bruit. Et c'est là le vrai danger aujourd'hui. Avec les réseaux, une simple photo peut être transformée en une preuve sociale. Ces attaches émotionnelles sont donc le nerf de la guerre. Top 7. Faveur. Bonne année 2025. Pour les artistes et leurs proches. Je le répète, ce sont de vrais sujets de gestion pour s'assurer d'avoir conscience de l'existence de ces liens et d'y faire grandement attention. Un artiste m'a raconté une histoire, encore une fois, ultra parlante. Il m'a dit que de base, il essayait de répondre à tout le monde, de faire en sorte que chaque personne qui prend le temps de lui écrire pour lui donner de la force, il va avoir une réponse sympa pour le remercier. Si la personne fait la discussion... Joker, il fait ça souvent. Joker, je crois que ça fait partie des... Il y a deux personnalités publiques, moi, qui m'ont répondu, c'est J-Max et Joker. Ouais. Et Joker, il a la réputation, justement, de répondre un peu à tout le monde. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. En tout cas, ses fans ont l'air de kiffer. Il l'a fait un peu pour paraître poli et sympa, mais qu'il ne devait pas trop développer car il n'a foncièrement pas le temps. Avec le temps, il m'a parlé de la difficulté à gérer ses DM avec le sexe opposé. Car sans qu'il s'en rende compte, avec le peu de messages, certaines personnes pouvaient penser qu'il était amoureux d'elle. Que le fait de répondre avec une blague pour paraître sympa pouvait laisser sous-entendre qu'il était intéressé et développer du côté du fan une relation encore plus fausse et encore plus dangereuse. Non les gars, je sais que je suis pas Duke Dennis, ok? Je suis pas Duke Dennis encore, ok? Mais si les choses, je vous les dis pas clairement, commencez pas à vous inventer des histoires, s'il vous plaît, ok? Les gars, il y a je sais pas pour me la péter, les gars, mais il y a des gens qui viennent me faire des avances dans les DM, femmes comme hommes. Je réponds pas. Ok, je suis tellement pas dans la prise de risque. Je réponds pas, les gars. Je réponds pas. Non, merci. Ça va aller, les gars. Moi, j'aime encore mon ex. On peut parler d'érotomanie. C'est quoi? C'est quand une personne est convaincue qu'une célébrité ou quelqu'un d'inaccessible est secrètement amoureuse d'elle sans aucun signe réel. C'est une... Je crois que je vois de quoi il parle. Et je crois que je l'ai déjà ressenti un jour. Non, en fait, c'était pas le fait d'être persuadé que la personne était potentiellement amoureuse de moi et que je la connaissais pas et que c'était une personne connue et tout, genre inaccessible ou je sais pas quoi. C'était plus le fantasme de se dire oui, imagine, telle personne, elle est potentiellement en kiff sur toi. C'était plus ça. Donc je suis pas sûr si je suis dans l'érotomanie, c'est ça? Érotomanie, je suis pas sûr si j'ai déjà été dans l'érotomanie. Mais ouais, je capte un peu vite fait le bail. Vite fait. Genre abusez pas les gars.
une forme extrême de lien parasocial. En général, on suit 3 étapes simples. J'ai grave pas été dans celle-là, les gars. Je suis sûr, il va parler des gens qui commencent à avoir des posters dans leur chambre et qui les galochent et tout. 1. La flamme. La personne interprète le moindre geste comme une preuve d'amour, un sourire, un pause, une réponse en DM. 2. L'espoir. Elle pense que la relation va devenir réelle, qu'il suffit d'un petit déclic. 3. La rancune. Quand rien n'arrive, ça peut basculer en colère, harcèlement. Il y a des gens qui... Parce qu'aujourd'hui, ça peut prendre des tournures tard les fous, parce qu'il y a des gens qui ont des faux comptes et qui parlent avec ces gens-là, et du coup, ça alimente ces trucs-là, tu vois. Du coup, la meuf là qui pensait parler avec Brad Pitt, érotomanie. Dingue. Voire violence. C'est un trouble psychiatrique rare, mais les réseaux lui offrent aujourd'hui un terrain. C'était pas... Je suis pas sûr que c'était érotomanie pour elle. Est-ce qu'elle est... Peut-être qu'en public, elle gardait la face, hein. On sait pas en vrai. Parce que je me dis, on n'a pas vu la rancune en vrai. On l'a pas vu en mode, ouais, harceler le boug et tout, tu vois. Parce qu'elle, des fois, elle essaie de s'éloigner. Bon, je suis pas sûr que la meuf qui parle avec Brad Pitt, c'était de l'érotomanie. Idéal. Les artistes montrent leur quotidien, parlent en facecam, se dévoilent, répondent en direct. Pour certaines personnes fragiles, cette transparence, elle brouille les frontières. L'impression de proximité devient une preuve, et quand l'artiste ne correspond plus à l'image fantasmée, la désillusion peut être brutale, insulte, haine, ou pire encore. Le 8 décembre 1980, en fin d'après-midi, John Lennon, créateur des Beatles, croise un homme, un fan à lui, Mark Chapman, devant son immeuble. Chapman se mêle aux fans habituels et tend à Lennon son album Double Fantasy pour le faire signer. Lennon accepte et lui demande même à 2 reprises s'il ne souhaite rien d'autre. Une scène immortalisée par un photographe présent ce jour-là que je vous affiche. Et c'est fou en vrai de voir sous nos yeux ce lien parasocial qui est vécu devant nous. À 2 reprises, il lui demande s'il ne souhaite pas autre chose. Dans la tête de Chapman, il doit se dire: il m'aime vraiment bien pour être si gentil, je suis spécial, il y a un truc avec... Il est poli, mon gars, il est juste poli. Commence pas, hein. Il est poli, c'est la politesse. Moi. Quelques heures plus tard, dans la soirée, Chapman revient attendre devant la résidence du couple. À 22h52, quand John et Yoko, sa femme, rentrent chez eux, Chapman surgit de l'ombre et tire 5 coups de revolver, atteignant Lennon de 4 balles mortelles. Lennon s'effondre et pendant ce temps, Chapman reste étrangement calme, s'assoit sur le trottoir avec un livre à la main et attend la police. Pourquoi c'est intéressant dans notre cas? Chapman, c'était un fan obsédé des Beatles. Pour lui, John Lennon, c'était un héros. Il disait l'admirer au point d'avoir même épousé une femme d'origine japonaise pour reproduire le couple Lennon-Yoko. Mais à force d'attendre un changement qui ne venait jamais, son admiration s'est transformée en haine. Dans sa tête, Lennon était devenu un traître, un hypocrite. Chapman lui reprochait ces phrases provocatrices comme « Imagine no religion » ou « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus ». Il avait lu dans la presse que Lennon vivait dans le... Attends, ils ont dit ça les gars? Il y a des gens qui écoutaient ça? Ou aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. La vérité, ça c'est des phrases des gens qui ont pacté. J'écoute non, déjà que je suis pas un fan des Beatles. T'as vu, selon certaines personnes, je n'ai pas fait plus de recherches, mais selon certaines personnes ils étaient racistes ou je sais pas quoi. J'en sais rien les gars, ok, ce que j'ai entendu, je vais pas commencer à dire que c'est ce que je pense. Mais c'est pas mon type de musique dans tous les cas, ok. Mais si en plus c'est ça qui se disait à l'intérieur, si ça c'est pas des phrases des gens qui ont pacté les gars. Il avait lu dans la presse que Lennon vivait dans le luxe, qu'il s'était éloigné de son message de paix et de fraternité. Pour Chapman, c'était la preuve qu'il s'était vendu. Multimillionnaire, vie bourgeoise... Le mec qui va me reprocher d'avoir une vie de luxe après avoir percé, après que j'ai fait fortune. T'as un pète au casque. T'as un pète au casque. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le délire en mode ouais. J'ai vu des vidéos récemment qui disaient ouais... Les créateurs de contenu aujourd'hui, ils sont un peu ailleurs, on a du mal à se sentir représentés parce que maintenant ils sont v'là riches, ils ont de la thune et tout, ils achètent des trucs, nous on peut pas forcément se payer, ils voyagent tout le temps, nanana. J'ai frère, tu veux qu'ils restent à la même position que toi toute leur vie, genre? C'est ça qui te fait kiffer, des gens qui évoluent pas dans leur vie et qui te montrent constamment que leur vie c'est ça et c'est comme la tienne. Moi j'en ai rien à cirer, hein. Moi limite je kiffe les gens qui ont des vies différentes de la mienne. Ça me motive les gars, encore une fois. Ça me motive. Ça me donne la niaque, ça me donne envie d'aller chercher encore plus à becter, tu vois ou pas? Et ils sont là en mode vas-y, on se reconnaît plus en fait dans ce qu'il fait, tu vois. Fais ton contenu qui te ressemble toi, peut-être tu vas te kiffer aussi. Ouais, ça... Vas-y frère, moi je préfère limite les gens, ils me ressemblent pas et tout, ils commencent à avoir des vies... Tu comprends pas.
Tu vois, des vies en mode ils sont là, ils ont des Lambo, ils ont des Range Rover et tout à foison. Ils ont une vie que j'aimerais avoir, pas une vie que j'ai. Je veux voir ma vie, j'ouvre les yeux, je regarde ma vie, frérot, frère, ma vie elle est pas si folle. Eux, leur vie elle est folle, c'est drôle ça. Qu'une redistribution, tout le contraire de ce qu'il prêchait de base. Chapman le disait lui-même, il détestait la chanson Imagine qu'il trouvait trop communiste. Et des années plus tard, en 2006, dans une interview, il expliquait son raisonnement. Lennon nous dit d'imaginer un monde sans possession. Et le voilà avec des millions de dollars, de yachts, des propriétés et investissements immobiliers, se moquant des gens comme moi qui crurent à ses mensonges et achetèrent ses disques en construisant une grande partie de nos vies autour de sa musique. Et aujourd'hui, comme je Ils sont perdus en fait, ils sont littéralement perdus ces gens-là. Est-ce que le problème il vient de l'éducation? Je sais pas. le dis et je le répète car c'est très important, avec les réseaux, ce genre de dérive peut devenir encore plus dangereux parce qu'on ne se contente plus d'écouter un artiste, on le suit, on sait où il est, avec qui, ce qu'il mange, ce qu'il pense, on partage son quotidien en temps réel. Alors forcément, la moindre contradiction, la moindre déception prend plus d'ampleur. Le lien parasocial devient une surveillance déguisée en affection et plus on a l'impression de connaître, plus la trahison, elle semble personnelle. C'est ce qui rend notre époque encore plus fragile. L'amour des fans n'est pas seulement passionnel, il est devenu réellement possessif. Alors quand on met tout ça bout à bout, on comprend à quel point cette relation est devenue un champ de mine pour les artistes. Entre le fan qui croit à une amitié, celui qui se sent trahi, celui qui veut tout contrôler ou celui qui tombe dans le délire d'érotomanie, l'artiste n'a plus vraiment d'espace pour respirer. Alors non, cette vidéo n'est pas là pour excuser, elle n'est pas là pour accuser non plus, elle sert juste à rappeler un truc simple. L'art n'existe pas sans les artistes et si on veut continuer à profiter de leur musique, de leur univers et de leurs émotions, il faut, je pense, d'une manière réapprendre à les regarder comme des personnes parce qu'à force d'exiger que les artistes soient disponibles, parfaits, transparents tout le temps, on finit par créer exactement ce qu'on a toujours reproché à l'industrie, un système qui les écrase. Merci à vous. J'aime ton propos. Mais dingue, je savais pas que ça partait aussi loin, les gars. Ça part dans des dérives, mon gars. T'as peur, wesh. Eh, soyez pas comme ça avec moi, les gars. C'est la famille et tout, mais... Keep it P, ok? Keep it P. Keep it professional. You know what I mean? You know what I'm saying? Alright. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la suite fort. Ciao les nazes.